donner votre accord. Si vous ne souhaitez pas être sur la vidéo, il suffit de couper votre vidéo maintenant qu'on a vu. Si vous préférez être tranquille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'enregistrement démarre. Il sera disponible. Vous recevrez un lien tout à l'heure avec le lien vers le replay et le support de présentation qu'on vous partagera avec grand plaisir. Et puis effectivement, le temps que tout le monde arrive, on peut démarrer, je pense, les présentations. On va parler relations banque-entreprise, mais avant, on va aussi vous parler en quelques phrases et quelques mots de l'équipe Synapse Performance. Est-ce que Bertha, je crois il me semble qu'on doit avoir un petit slide avec nos photos, puisque Stéphane ne peut pas être Exactement. avec nous ce matin. Voilà, parfait. Bon, Bertha, je te laisserai peut-être te présenter en dernier, comme c'est toi qui récupère C'est ça. le micro pour l'animation. Julie, est-ce que tu veux démarrer ou est-ce que je continue? Qu'est-ce qui te convient? Continue, Cécile, tu es Je magnifiquement continue? lancée. Je suis bien lancée. Allez, parfait. Et ben, du coup, Cécile Farge, ravie de rencontrer certains d'entre vous, d'en retrouver. Il y en a que j'ai vu en début de semaine, donc coucou pour la fin de semaine. Je suis j'ai la casquette RH chez Synapse Performance, donc la partie consulting RH, accompagnement RH. J'accompagne des entreprises sur des dispositifs, notamment en conseil. L'idée de Synapse, c'était de retrouver des expertises qu'on retrouve des fois dans des très grosses structures de consulting, mais le faire à taille humaine. C'était notre souhait au démarrage avec Stéphane, Julie et Bertha quand on a démarré l'aventure il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Notre idée, c'était de mêler nos X années d'expertise, 15, 20 ans pour la plupart d'entre nous dans nos domaines respectifs. Et moi, j'ai la casquette RH. Donc, je suis psychologue de formation, j'ai été responsable RH et DRH dans plutôt des structures de taille à taille humaine, PME, PMI. Et aujourd'hui, j'ai un cabinet de conseil RH. Entre autres, j'ai aussi la casquette de coaching. Et j'adore accompagner les thématiques RH, revoir les contrats, les variables de paye, mettre en place le plan de formation, gérer tout ce qui est suivi, administration du personnel. Et puis, accompagner les dirigeants, les dirigeantes et les équipes sur tout ce qui est stratégie RH. Donc, casquette RH de l'équipe. Et puis on a Stéphane, j'enchaîne sur la présentation de Stéphane aussi, comme ça après je laisse le micro à mes collègues. Je peux être très bavarde habituellement, j'ai l'habitude d'intervenir beaucoup sur des webinaires, mais cette fois-ci c'est Bertha qui va partager son expertise avec vous et avec nous. Stéphane qui pouvait pas être avec nous ce matin, qui s'excuse, mais qui était avec nous sur WhatsApp avant jusqu'à 8h30, qui est du coup notre expert supply chain, logistique, suivi de tout ce qui est production, chaîne de production. Il est là pour optimiser, traquer les possibilités d'optimisation des coûts, mais plutôt sur le côté production et logistique. Il a plus de 20 ans d'expertise dans le domaine. Vous pourrez le retrouver, vous pouvez tous nous retrouver sur LinkedIn d'ailleurs. Il y en a déjà qui l'ont fait, qui ont ajouté les prises de contact. Et Stéphane a vraiment cette casquette expertise. Vous verrez, il a des petites vidéos très sympas en ce moment sur comment gérer sa supply chain. Euh, il s'est mis en dessin animé, donc assez sympa. Et il a une forte expertise dans le domaine. Et il allie l'humain et la production et les lignes de production. Voilà pour notre expert logistique et supply chain. Et cette fois-ci, je vais couper le micro et je passe le relais à Julie. Bonjour à tous, ravie de voir vos visages pour ceux que je connais ou de lire vos noms. Julie Ferté, je suis DAF externalisée de formation contrôleur de gestion. J'ai 20 ans d'expérience dans des grands groupes américains, sur des postes plutôt très internationaux, mais aussi en direction de filiales. Je suis ensuite basculée complètement de l'autre côté. J'ai fait 3 ans dans une petite PME de la région. J'ai créé le poste de DAF, donc finance, RH, juridique. Et depuis l'après-Covid, je suis à mon compte. Donc, j'interviens en tant que directrice financière à mon compte. Je suis là pour aider mes clients à pérenniser leur situation financière. Le but, c'est que la société ait toujours de quoi faire fonctionner ses opérations. Et donc, j'interviens sur l'organisation des équipes finances, j'interviens sur la validation ou la préparation des budgets, des business plans, des prévisionnels de trésorerie, sujet ô combien important. Je suis toujours en train de chercher comment optimiser l'organisation, les équipes, les processus, les outils. Et j'aide le dirigeant à avoir une vision enfin, si vous voulez, je traduis en chiffres la santé financière de l'entreprise. Et donc, je dis bravo pour ce qui fonctionne bien et je les aide à trouver quelles sont les opportunités d'amélioration. Voilà. Et ravie de passer cette heure avec vous. Et je laisse la parole maintenant à Bertha, notre experte. Bon, Bon, bonjour tout le monde. Donc, Bertha Malafa,
Alors, je suis un pur produit de la banque, hein, donc 15 ans de banque. J'ai fait plusieurs métiers au sein de la banque. J'ai à la fois gravité dans tout ce qui est cash management, donc les moyens de paiement pour arrêter un peu d'anglicisme. Le deuxième volet, c'est que j'étais chargée d'affaires entreprises. J'ai accompagné des entreprises entre 1 à 400 millions de chiffre d'affaires. Donc, la panel est large, mais ça a permis de toucher à tout hein, au niveau des produits bancaires. Et le dernier poste que j'ai occupé au sein de la banque, c'était de valider les dossiers de financement. J'étais la fameuse personne, quand vous déposez vos dossiers, vous avez déjà dû avoir ça même à titre personnel, qui dit on envoie le dossier au siège. Ce fameux no man's land dans la banque où il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton pour dire s'il valide ou pas le dossier. Donc, moi, j'ai fait partie de ces équipes-là, hein, qu'on appelle le service des engagements. Et je validais des dossiers entreprises, donc jusqu'aux entreprises cotées. Et là, sur toute la palette des demandes qu'on peut avoir en entreprise, j'ai besoin d'une autorisation de découvert, j'ai besoin d'un crédit de trésorerie, j'ai besoin de financer du matériel, j'ai besoin d'acheter une entreprise, jusqu'à accompagner malheureusement certaines entreprises dans des dispositifs de procédure collective où il fallait faire des points d'alerte. En fait. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est pas vous rendre financier, bien évidemment. Moi, sur la casquette Synapse, je porte la casquette financement. On est complémentaire avec Julie, puisque aujourd'hui, je suis à mon compte depuis 2 ans aussi en tant que directrice financière externalisée. Donc, j'accompagne plutôt des entreprises, des PME dans le domaine du BTP et de l'industrie. Mais en tout état de cause, là, sur cette casquette-là, je vais être votre casquette financement et banque. Donc, je pense qu'on a terminé le tour de table, comme on dit. On va aller dans le vif du sujet. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez l'arrière des coulisses des banquiers. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Le but n'est pas de dénigrer la banque, mais surtout que vous comprenez comment le secteur fonctionne, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une dynamique, mais ça fait un moment déjà, hein, mais on rentre dans une dynamique économique quand même assez tendue et qu'il est fort probable que vous allez arriver dans une période d'activité, que vous soyez à votre compte ou vous accompagnez les entreprises ou vous soyez vous-même dirigeant, vous allez avoir besoin de vos banquiers. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner les bonnes astuces pour comprendre les banquiers. Et surtout, le plus important, c'est quand vous allez les voir, que vous soyez le plus dynamique possible pour gagner du temps sur les prises de décision de vos conseillers de clientèle, puisqu'il faut garder en tête qu'ils ont un portefeuille client assez étoffé en fonction des agences dans lesquelles vous êtes. Il y a beaucoup de rotation dans les banques, il faut quand même se l'avouer, ça c'est un point important. Et donc, il faut souvent réexpliquer beaucoup de choses. Donc, le but, c'est vraiment de gagner du temps et que vous ne soyez pas tributaire, entre guillemets, du système. Je pense que, sauf erreur de ma part, que sur Zoom, il y a un chat. Donc, si Cécile, tu peux ne pas hésiter à m'interrompre s'il y a beaucoup Oui, de pas de questions. souci. Et Avec plaisir, on accueille encore du monde, donc bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent aussi. Vous saisissez le sujet en vol et bien sûr, il y a le chat, donc sans aucun problème. Et j'ai l'œil dessus, j'interviendrai si besoin pour te questionner. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. On est en petit comité aussi, vous avez l'option main levée. Donc si à un moment il y a besoin de prendre la parole aussi avec le micro, c'est tout à fait jouable. En tout cas, je suis aux manettes, je surveille le chat et les mains levées, Bertha. merci beaucoup. J'ai mon moniteur. C'est parfait, ça. On va essayer de respecter le timing puisqu'on est ensemble pendant une petite heure, donc jusqu'à 10 heures. Donc, l'objectif de cette matinale, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vraiment de comprendre les attentes des banquiers et apprendre à communiquer avec eux. Et pourquoi c'est essentiel? C'est parce qu'aujourd'hui, si vous faites appel à votre banquier, c'est que vous avez besoin de financement. Il y a un constat qui est clair, et moi je peux vous le dire après 15 ans de banque et maintenant à mon compte depuis 2 ans, c'est que les entreprises et les banquiers ne parlent pas le même langage. Vous avez souvent en entreprise, on a un langage très opérationnel, puisqu'on est dans le cœur du réacteur, et le banquier, il a une approche risque, c'est-à-dire que lui essaye de préserver son risque et préserver les intérêts de la banque. Donc, il faut essayer d'aligner le langage, et puis souvent, vous savez, les banquiers, on aime sortir des petits mots de temps en temps pour un peu brouiller les pistes. Là, le but, c'est de trouver le même langage et la même énergie pour répondre aux attentes de chacun. Donc, comprendre le banquier, le rôle de la banque, il n'en demeure pas moins que c'est des stratèges. Et en fait, leur expertise, c'est surtout de gérer le risque pour sécuriser les fonds confiés. Aujourd'hui, un banquier, il récolte un certain nombre de fonds et il a des
On ne va pas rentrer dans toutes les obligations légales d'un banquier, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont des obligations de comment ils prêtent de l'argent à l'extérieur, donc que ce soit auprès d'un particulier, d'un professionnel, dans le jargon, donc jusqu'à à peu près 2 millions de chiffres d'affaires, jusqu'à des entreprises, et là, on n'a pas de limite. Donc, il faut toujours garder en tête que oui, un banquier est là pour vous aider, mais il n'en demeure pas moins qu'il doit garder toujours sa casquette de risquard, comme on dit dans le jargon, parce que, in fine, le but, c'est pas que le système s'effondre. Donc, les attentes du banquier, en grande ligne, hein, c'est qu'il ait une vision claire de votre business, qu'il ait une vision claire des données financières et qu'il sent que l'entreprise est donc pilotée. Et ça permet de faire un parallèle avec ce qu'a dit Julie juste avant. Donc, c'est pour ça que le business plan a du sens. C'est pour ça que le prévisionnel a du sens. Et que contrairement à ce que les gens peuvent croire, les banquiers regardent énormément ces données-là. Puisqu'il ne faut pas oublier un point crucial, c'est que c'est les données financières que les banques ont besoin pour analyser le dossier. Et point très important, ils regardent beaucoup l'historique. Donc, l'historique est important pour le banquier, puisque pour lui, c'est quelque chose que l'entreprise a été en capacité de faire dans les années passées. Et que l'avenir étant incertain, le prévisionnel est bien, mais à la condition que ça soit dans une certaine cohérence, même si bien évidemment, vous pouvez avoir de nouveaux clients, des nouveaux marchés, mais il faut que ça soit tout expliqué de manière schématique. Je dis souvent, bien sûr, c'est pas péjoratif par rapport aux banquiers, mais c'est d'ordre général sur le business, c'est de ne pas oublier qu'il faut parler à un banquier comme une personne, enfin, comme un enfant de 10 ans, pas parce qu'ils ont cet âge-là, c'est parce qu'il faut démystifier souvent vos métiers, alors que souvent on a tendance à vouloir rentrer très vite dans de la technique, alors que concrètement, l'objectif, c'est qu'ils puissent prendre une décision rapidement. Comprendre le banquier, c'est surtout comprendre les fameux 5 C que j'ai mis à l'écran, que je vais vous détailler bien évidemment. On parle de la première chose que le banquier veut être sûr, c'est votre capacité à rembourser l'emprunt. C'est aussi bête et méchant, mais c'est le premier point crucial. Donc effectivement, quand on est sur à titre personnel, vous avez ce fameux taux d'endettement. Pour une entreprise, on parle plutôt de capacité d'autofinancement. Pour résumer, c'est votre résultat, plus les dotations d'amortissement, et ça donne cette fameuse capacité d'autofinancement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette capacité d'autofinancement? Elle permet soit de distribuer des dividendes euh, aux actionnaires, elle permet de savoir combien on peut rembourser par an en annuité de prêt, parce que pour rappel, sans faire on ne va pas rentrer dans le détail de l'alias fiscal ou du compte de résultat, mais dans un compte de résultat, on ne déduit que les intérêts d'emprunt et pas le capital. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là. Et le troisième point, ben, vous pouvez aussi ne pas avoir besoin de faire appel à un banquier et d'investir tout simplement sur les fonds de l'entreprise. Donc, cette capacité d'autofinancement est clé. Elle est regardée systématiquement dans tous les dossiers. Il n'y en a pas un dossier qui ne part pas avec cette analyse-là. Le deuxième point, c'est le caractère du dirigeant ou de son équipe. Faut savoir que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un pilote dans l'avion, c'est de savoir qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a des personnes clés à certains postes de l'entreprise. Et aussi, ce qui est important, c'est la clarté du discours. Il y a eu pendant longtemps, moi je voyais beaucoup de dirigeants dire oui, je ne peux pas vous expliquer mes chiffres, c'est l'expert comptable qui les a fait. Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir ce discours-là. L'expert comptable est effectivement une personne clé dans l'entreprise, hein, bah, qui accompagne l'entreprise, mais il n'en demeure pas moins que le pilote, celui qui connaît son business, c'est le dirigeant. Donc, il est important que le discours, vous puissiez donner de manière très simplifiée pourquoi votre chiffre d'affaires a augmenté ou a descendu, euh, pourquoi vous en êtes arrivé à tel résultat net, quelles sont vos marges et comment vous êtes endetté dans l'année. Ça, c'est important de pouvoir expliquer ça de manière très simple. On ne vous demande pas de détailler tout le poste du compte de résultat. Le troisième volet, c'est le capital. Pendant très longtemps, on s'est habitué au fait de se dire quand j'achète, je n'ai pas besoin de mettre un apport. Il est clairement vrai sur tout ce qui est financement de matériel, hein, acheter un véhicule, acheter une machine industrielle, acheter un camion, voilà, tout ce qui est matériel, c'est tout à fait le cas. Par contre, quand vous êtes dans des projets immobiliers, je préfère vous le dire tout de suite,
même dans un immobilier d'entreprise, on vous demandera systématiquement un apport. En fonction du type de dossier et en fonction de la typologie d'investissement. Donc, si vous investissez, si vous prenez un immobilier pour votre entreprise, hein, vous décidez d'acquérir une SCI et que c'est votre société d'exploitation qui est locataire, on demandera également un apport. Et souvent, l'apport, moi je dis idéalement, c'est 20%. Après, ça dépend des dossiers, mais c'est pour vous donner quand même un repère, en tout cas. Le quatrième point, c'est donc les conditions. Aujourd'hui, il faut savoir que certains secteurs sont un peu plus dans l'œil du cyclone que d'autres. Donc, il est clair que quand le banquier analyse votre dossier, il regarde aussi le secteur économique dans lequel vous êtes et les perspectives dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, il faut être clair, tous ceux qui sont dans le BTP, puisque c'est le secteur que j'accompagne, on sent qu'il faut montrer beaucoup de garanties, il faut montrer que le secteur fonctionne, ou si on est dans une période de creux, qu'on arrive à l'anticiper. Donc voilà, il faut savoir que les conditions économiques de votre secteur économique est important dans l'analyse. Et le dernier point, même si on n'aime pas ça, les banquiers ils aiment bien prendre des garanties sur leurs prêts. Donc vous avez souvent la caution personnelle du dirigeant qui se balade, des assurances emprunteurs qui vous sont proposées, des nantissements, donc c'est un gage entre guillemets sur le véhicule ou sur le fonds de commerce qui peut être proposé, et des hypothèques dans l'immobilier. Aujourd'hui, toujours dans une approche risque. J'espère que sur ces 5 C, j'ai été claire. S'il y a des questions, n'hésite pas à me dire, Cécile, si je dois revenir sur des points. Bah, écoute, ça a l'air d'être très clair. Pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à tapoter si besoin ou à prendre la parole s'il y a besoin de revenir sur les 5 C ou autres questions d'ailleurs, hein, sans aucun problème. Bah, super. Alors, je continue à défiler l'écran. Donc, les moments clés attendus par le banquier. Alors, soyons très clairs, hein, normalement, un banquier doit souvent sortir, échanger avec ses clients. Bon, on voit que ça commence à bouger un petit peu dans le secteur. Donc, vous les avez peut-être un peu plus au téléphone ou par mail pour certains. Donc, moi, j'aime bien rappeler ces moments clés parce que, encore une fois, le but, c'est d'anticiper. Donc, vous avez à l'écran les 6 moments clés qui sont importants. Donc, bien évidemment, au moment de la présentation de l'alias fiscale, il est important de garder en tête que tous ceux qui sont gérés en agence entreprise, donc dans des centres d'affaires, ou vous êtes géré par une agence de proximité, par un chargé de clientèle professionnel, donc c'est souvent les banques où vous voyez les logos en devanture, euh, souvent, pour les autorisations de découvert, elles ont un délai d'expiration, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, ce délai d'expiration, il est d'1 an. Donc, quand vous avez une autorisation de découvert, comme, allez, je pense 70% des entreprises, il me semble, ont une clôture autour du 31/12 chaque année, vous recevez vos liasses fiscales autour du mois de mai. Donc, le temps que votre conseiller de clientèle monte le dossier et renouvelle son dossier, vous avez souvent votre autorisation de découvert qui est validée à partir de juin, voire début juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque été, c'est le branle-bas de combat dans les banques pour faire valider les dossiers. Et point important, c'est important de connaître cette date d'expiration, cette date de validité de vos lignes de découvert, parce que pour certains, et pour l'avoir vécu, il arrive que vous ayez des décalages de trésorerie d'été, hein, c'est souvent très connu, et que cette autorisation de découvert, si elle n'a pas été validée, vous pouvez vous retrouver en fait tout simplement à faire un virement sur le site de la banque en ligne et d'être bloqué parce que vous avez l'impression d'avoir cette autorisation de découvert et en fait, elle n'est pas encore validée. En fait. Donc, ça, c'est un point important. J'aime bien insister là-dessus. Donc, n'hésitez pas à échanger avec vos banquiers pour ceux qui ont des autorisations de découvert pour savoir et connaître la date de validité de votre autorisation de découvert. Après, bien évidemment, deuxième moment, c'est en période de croissance. Bien évidemment, c'est là qu'on l'appelle. On constitue son dossier. On va revenir après sur comment constituer un dossier. En période de tension d'activité, pareil, même quand on est en tension d'activité, il faut donner des éléments clés au banquier. Le changement de conseiller, bon, ça, c'est assez classique. Hein. Vous recevez généralement un courrier, parce que des fois, vous n'avez même pas l'information que vous avez changé de conseiller. Donc, bref. Donc là, vous avez ce beau petit courrier pour dire que vous changez de conseiller de clientèle. En changement d'équipe dirigeante, c'est important.
parce que ça permet de rappeler la stratégie de l'entreprise et surtout les projets d'investissement potentiels à venir. Plus ils ont de matière, plus ça les intéresse, plus ils voient que c'est structuré et c'est important pour le banquier. Et le dernier point, c'est l'évolution de vos systèmes d'information. Et là, ça va être plutôt sur la mise en place d'outils de cash management. Donc, c'est des termes peut-être qui vous parlent, mais c'est faire des liaisons EBIX. Hein, c'est le fait que vos systèmes communiquent directement avec les systèmes de la banque. Vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours sur le portail des banques, surtout pour ceux qui sont multi-bancarisés, comme on dit, donc qui ont plus d'une banque. Donc, ça peut être des points d'échange avec votre conseiller clientèle. Donc maintenant qu'on a compris les attentes et le langage du banquier, on va passer maintenant à l'art en fait de constituer vos demandes et pas uniquement bonjour monsieur le banquier, en ce moment c'est un peu tendu, je vous remercie de me mettre une ligne de découvert. Non, on va essayer d'être plus constructif dans les demandes que vous adressez aux banques et pour optimiser vos succès en fait, hein, clairement, d'obtenir ce que vous demandez. On structure toujours sa demande en partant du principe qu'on est capable de répondre à ces 4 questions clés. Qui emprunte? Toujours rappeler qui emprunte. De plus en plus d'entreprises, on a des holdings, plusieurs holdings, plusieurs entités. Donc, de ne pas hésiter à rappeler qui emprunte pour celles qui en ont plusieurs. Quel est le montant? À quoi ça correspond? Est-ce que vous avez un devis à faire suivre? Faites suivre les devis quand vous en avez. Ça, c'est important qu'on voit bien que la demande ne tombe pas du ciel, entre guillemets. Pourquoi cette demande maintenant? Parce que vous êtes en période de croissance, parce que vous allez embaucher un nouveau collaborateur. C'est pour ça que vous avez besoin de ce véhicule. Il faut juste expliquer pourquoi vous avez besoin de ce financement à ce moment-là. Et point important, comment vous allez rembourser. Donc, on repart. J'ai cette capacité d'autofinancement. Je suis capable de rembourser. J'ai la capacité. Vous faites un mail déjà avec ces 4 informations cruciales dans le mail. Vous avez fait 80% du job. En tout cas, sur la partie communication. Une Oui, question dans le Sophie? chat, Bertha. Bertha, même si pas besoin de particulier de ma banque, on doit quand même envoyer l'alias. C'est une question de Nata, j'imagine, Nathalie. Oui, c'est obligatoire. Alors, il faut savoir que souvent, l'alias fiscale, vous l'envoyez, ben, elle est émise, elle est préparée par le cabinet d'expertise comptable qui le dépose aux impôts pour la partie imposition. Normalement, elle est déposée au greffe du tribunal de commerce. Mais en fait, la troisième personne à qui il faut l'envoyer, alors la Banque de France, on en reparlera plus tard, on peut en parler rapidement, la Banque de France la reçoit de manière automatique par les impôts. Donc, c'est ce qui permet de noter l'entreprise, hein. C'est une note qui remonte dans tous les serveurs de toutes les banques. Et la quatrième personne, c'est effectivement la banque à qui il faut l'envoyer. Généralement, ils ne vous le demandent pas systématiquement parce que des fois, ils n'en ont pas besoin vu que vous n'avez pas d'autorisation de découvert. Mais généralement, le jour où vous allez finir par leur demander quelque chose, ils vont vous la demander. Donc, autant gagner du temps, vous l'envoyez systématiquement. Soit important. Vos experts comptables ont 2 manières d'envoyer ces documents. Soit vous avez la liasse fiscale, soit ce qu'on appelle les comptes détaillés. Donc, je sais que des fois, les experts comptables vous disent il faut envoyer que la liasse fiscale, il n'y a pas besoin d'envoyer les comptes détaillés où on a tous les détails. Je suis plutôt d'accord que quand il n'y a pas besoin de demande de financement, la liasse fiscale à elle seule suffit. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ces comptes détaillés. Par contre, si il s'avère que vous avez une demande qui va être de plus en plus complexe ou une demande de financement au-delà d'une voiture, quoi, j'ai envie de dire, là, effectivement, il faudra envoyer aussi ces comptes détaillés. J'espère que j'ai répondu à la question de Nathalie. C'est bon? Oui, voilà, il y a eu merci, donc c'est OK. Et merci parce que moi, je n'ai jamais envoyé ma liasse à mon banquier, donc ça c'est rectifié. Ça sera rectifié tout à Voilà. l'heure. Si, dès lors qu'on a une banque physique. Et le point important, c'est de s'appuyer sur des données précises et vérifiables. Donc, quand on va peut-être rentrer après dans la partie chiffres, donc les éléments incontournables. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, il peut arriver que des fois, vous parlez à ce conseiller de clientèle et il vous regarde un petit peu en disant, j'ai rien compris. Bon, moi, je l'ai déjà vécu, hein. Le client me parle, je me dis, mais c'est quoi l'activité? Je ne comprends pas. Donc, on revient sur l'essence même quand je mets information clé de la société, c'est quelle est votre activité? Qui sont vos clients? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je suis une entreprise spécialisée dans la location d'échafaudage.
je m'adresse à des grands donneurs d'ordre, principalement dans les marchés privés. Point. Ça, c'est déjà les infos clés qui sont pas mal. Mon entreprise est localisée à tel endroit. Je suis propriétaire de l'immobilier ou pas. Là, vous pouvez me dire locataire. Quand vous êtes locataire, j'ai un bail précaire, j'ai un bail 369. Voilà. Ça, c'est des infos à retenir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire encore en plus pour résumer aussi? Je n'ai pas de dépendance à un client ou à un fournisseur, si c'est le cas, bien évidemment, parce que la dépendance client et la dépendance fournisseur est un point important pour les banquiers. Voilà. C'est les infos principales à mettre. J'espère que j'ai été succincte, mais ça vous permet de savoir. Donc, c'est quelle est votre activité, qui sont les personnes clés de l'entreprise, c'est vrai que j'aurais dû le rappeler, mais vous remettez tout simplement un organigramme s'il faut. Euh, Votre immobilier, propriétaire, locataire, et vos clients, vos principaux clients, sans forcément donner la répartition de chiffre d'affaires entre guillemets précise par client, mais juste de dire, voilà, mon top 5 globalement représente tant de chiffre d'affaires et mes fournisseurs, mon top 5 qui sait globalement et combien ça représente sur mes achats. Point. Ça, c'est Tu dis, information. en fait, Bertha, l'idée, c'est d'être aller au plus simple, au plus rapide, succinct. Il n'y a pas besoin de faire non plus de trop délayer. C'est vraiment d'aller à l'essentiel en quelques phrases Exactement. et quelques infos clés. Oui, exactement. Et pour ceux qui sont dans un secteur d'activité un peu tendu ou méconnu, tout simplement, n'hésitez pas à rappeler deux, trois éléments clés de votre secteur d'activité. Il y a tant d'acteurs. Moi, comme j'ai beaucoup de clients du BTP, j'aime beaucoup rappeler les chiffres du BTP. Il y a gros œuvre, le second œuvre. Et ben, ça représente quand même quelques milliards d'euros quand même, hein. Ça représente un certain nombre d'entreprises. Et après, je zoome sur le cœur de secteur d'activité de mon client. Donc, j'espère que j'ai été claire sur la partie information clé de la société. Super. Sur tout ce qui est performance passée, c'est tout simplement bah, votre compte de résultat et votre bilan. Donc, c'est de rappeler, de remettre en perspective. Bah, normalement, on est bien d'accord, vu que vous avez envoyé votre carte fiscale à votre banquier, il aura déjà un outil qui va lui permettre de calculer automatiquement les ratios bancaires. Donc, normalement, il a déjà toutes ces informations-là. Mais il n'en demeure pas moins que c'est important juste de le dire. Quand tout se passe bien, il y a juste à dire, en gros, ça a été une très bonne année. Allô, allô? Est-ce que Bertha, je suis la seule à plus entendre Bertha ou pas? Allô? Oui, ça y est, t'as retrouvé Bertha. Ah Coupé, c'est mince, bon, il ah n'y a pas mince, de coupure. Ça a coupé, il y excusez-moi. a eu un petit aléa technique. C'est bon, Ah, ok, tu es de retour. ok, pardon. Et pour le coup, donc dans les perspectives, c'est important juste de dire en quelques mots les perspectives de votre entreprise, s'il y en a. Et à la fin, donc ces besoins financiers, finalement, tout simplement, c'est de rappeler les points que je vous ai mis dans ce fameux pitch juste avant, d'accord, quand on parle de besoins financiers. Pour ceux qui ont plusieurs banques, il est important de savoir que les banques regardent le ratio entre vos flux, donc tous les mouvements du compte, versus la dette qui est mise en place. Je prends un exemple très concret. Vous avez un chiffre d'affaires de 1 million de chiffre, enfin, vous faites 1 million de chiffre d'affaires. Vous avez deux banques. Globalement, pour faire à peu près une règle comme ça, vous confiez 500 000 euros de flux à l'une, 500 000 euros de flux à l'autre. BNP, Société Générale, admettons. Vous allez vouloir faire un prêt immobilier pour acquérir un bâtiment industriel qui va en valoir peut-être 2 millions d'euros. Et vous souhaitez demander un financement d'1,5 million. Eh ben, ils vont vous demander de répartir ce financement entre les deux banques proportionnellement à leur poids sur les flux que vous leur confiez. Donc ça, c'est important de le savoir. Et pour ceux qui ont une seule banque et qui font des très gros dossiers d'immobilier, parce que j'aime bien prendre ces exemples-là, parce que c'est les plus gros, ou d'acquérir une société, hein, ça peut être ça aussi, ça peut arriver qu'ils vont vous dire, moi, je ne pourrais pas porter le dossier tout seul, il est trop gros. Et dans ce cas-là, il y a une banque qu'on sous-estime l'importance, mais qui est une banque discrète, mais certes présente, c'est BPI.
qui est la banque d'État et qui peut aussi être un partenaire financier pour les très gros dossiers. En tout cas, je trouve que j'aime beaucoup bosser avec eux. Ils sont bien. Je continue. Dans votre discours, c'est surtout qu'il faut anticiper les questions indéniables qui vont arriver. S'il y a eu des événements sur votre secteur d'activité, faut être en capacité de les expliquer. Si vous avez une baisse, voire une très forte hausse de chiffre d'affaires, il faut savoir l'expliquer parce que la forte hausse de chiffre d'affaires, généralement, a un effet sur le besoin en fonds de roulement. Donc, généralement, un peu de trésorerie. Donc, il ne faut pas hésiter à l'expliquer. Pourquoi vous utilisez de manière un peu plus soutenue votre découvert et les leviers que vous mettez en place pour faire face à l'évolution du secteur, soit de la baisse de chiffre d'affaires ou de l'utilisation du découvert. Il faut toujours anticiper ces questions. Le but étant de créer une communication proactive et d'être transparent. Bon, on est bien d'accord, on peut dire un certain nombre de choses à son banquier, mesurer, mais le but, c'est de créer une relation de confiance. J'essaie de regarder le timing aussi, on est bon. Donc, maintenant qu'on a compris les attentes du banquier, on va adapter notre discours. Je pense qu'on est. Attendez, je vérifie juste. Voilà, c'est ça. Dernière slide. Donc, maintenant, vous savez quelles sont les attentes du banquier. Adapter le discours pour vous. Donc, quelles sont les informations clés que le banquier a besoin pour, en fait, monter au plus vite de votre dossier de financement et que ne se retrouve pas dans la pile d'en bas des dossiers en attente, hein, soyons très clairs. Donc là, maintenant, vous avez toutes les clés pour établir une communication efficace. Et avec Synapse, nous, aujourd'hui, on propose un diagnostic, en fait, hein, précis pour vous accompagner sur vos demandes de financement. C'est un accompagnement personnalisé qui a pour objectif de vous aider à monter un dossier solide et percutant auprès de vos partenaires financiers et d'être bien évidemment à vos côtés lors des rendez-vous, surtout sur des dossiers qui peuvent être un peu plus complexes, soyons très clairs, et que vous souhaitez vraiment un appui pour que le banquier sente, moi je le vois au quotidien pour les clients que j'accompagne, ils apprécient quand même qu'on soit des fois à côté pour voir que il y a une maîtrise du sujet ou qu'on peut répondre des fois aux questions un peu techniques financières, parce que ça peut arriver effectivement, où rapidement on peut vite rentrer dans du jargon financier. Donc voilà, c'est pour qu'on ait un appui, qu'on puisse vous accompagner efficacement sur ce thème-là. Je pense que j'ai tenu le timing. Ah, c'est cool. Donc C'est c'était aussi pour que parfait, ça soit aussi Bertha. plus dans Vraiment l'échange. synthétique, efficace, direct avec en mots-clés. Moi, je retiens la simplicité, le côté redonner les basico-basiques sans trop s'enliser dans trop de blabla et finalement aller à l'essentiel et être clair dans sa demande. C'est ça. Finalement, c'est toujours, en fait, finalement, je pourrais presque faire un parallèle avec l'entrepreneuriat, mais c'est exactement la même chose. En fait, finalement, plus vous êtes concis, plus vous êtes efficace. Et puis, comme je vous le disais, les conseils de clientèle, ils changent tout le temps, enfin, régulièrement, quand c'est pas lié à une démission, quand c'est pas lié à un changement de poste, quand c'est pas lié à une promotion. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez toujours l'impression de réexpliquer. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi, les points que je vous ai indiqués, moi, souvent, je les mets après sous une note de synthèse en présentation PowerPoint, en fait, hein. Et donc, chaque année, maintenant, j'utilise toujours ce même canevas de présentation. Et en fait, ça permet, en fait, tout simplement de actualiser les données. Voilà. Super. Top. Qu'est-ce que j'ai envie de demander un peu aux participants? On est monté jusqu'à 12, on est redescendu, on est remonté. J'espère que les problèmes de connexion sont résolus. L'idée, c'était d'ouvrir aussi un espace, un petit temps d'échange. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Qu'est-ce que vous retenez de cette très chouette présentation de Bertha? Est-ce que vous avez retenu, enfin, s'il y avait un point à retenir, lequel ce serait? Vous pouvez ouvrir le micro, lever la main, utiliser le chat avec plaisir pour échanger et continuer la présentation, mais en mode plus informel. On laisse toujours le temps de la première petite question, en tout cas le premier. Oui, alors du coup, Véronique nous dit très conforme à la réalité, merci beaucoup. Oui, du coup, on s'y retrouve, hein. Oui, On est dans le. je crois voir. Oui, oui, c'est.
Aujourd'hui, on est dans un contexte très spécial. Mm. Clairement, ouais, c'est particulier. Après, c'est beaucoup lié à l'environnement aussi, hein, forcément. Banque et aux interactions de tout l'environnement qui va avoir une répercussion sur les demandes, sur les financements et autres. Après, il est vrai que aujourd'hui, le conseil de clientèle a changé. C'est-à-dire qu'avant, le métier, moi, pour l'avoir fait il y a plus de 10 ans au départ, on apprenait sur le tas, mais en allant voir les clients. Là, et on faisait des formations en présentiel de 3, 4 mois pour endosser le métier de banquier. Là, aujourd'hui, depuis l'émergence des e-learning, l'émergence de la crise Covid, eh ben, beaucoup de formations se font en distanciel. Et ça reste quand même des métiers de contact, en fait. Donc, il faut aller sur Oui, place. Et en plus de tout ça, on a rajouté un peu un mot qui s'appelle la conformité. On a rajouté de la lutte anti-blanchiment. On a parlé de la... Et en fait, toutes ces lois se sont superposées à tout le reste. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des banquiers qui, au-delà d'être dans l'échange et dans le conseil, qui est quand même leur cœur de métier, et ben, ils se retrouvent petit à petit à être confrontés à des règles et de la conformité qui pèsent en fait sur le métier en fait. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'avais à cœur de vous dire ce que j'aurais aimé voir dans les dossiers systématiquement, bien sûr à l'époque, mais c'est surtout d'avoir à cœur de vous dire soyez le plus concis possible parce que je vous garantis le dossier qui est bien préparé, et ben, ça va 3 fois plus vite en validation. Moi, sur un client, ce qui s'est passé en 10 jours, c'était fini, quoi. On avait le tampon, on passait à autre chose, quoi. Et ça, c'est important pour tout le monde et que ça soit pas vu comme un poids administratif en plus. merci pour ces précisions. Puis du coup, bah, Julien nous dit, on entre dans la période des vaccins, donc merci pour cette piqûre de rappel, toujours utile. Il y a eu un petit Ah, cœur. j'adore. J'adore ça. Et on a une Piqûre question de de Nat. rappel. Petite piqûre de rappel, c'est sympa. C'est mieux que les piqûres de moustiques. Ah, bah ça, Ça c'est clair. gratte moins. Ça gratte moins. Une demande de Nathalie, une demande de prêt auprès d'une banque avec laquelle on ne travaille pas, est-ce pertinent? Oui, à la condition que vous ne mettez pas en évidence que vous voulez. Alors, oui, c'est pertinent de le faire avec une deuxième banque. Je vais m'expliquer. Euh, Ça a du sens parce que moi, je trouve que deux banques, c'est l'idéal parce qu'en fonction de l'humeur du conseiller, en fonction de l'humeur de la banque, en fonction de où ils en sont dans leurs objectifs, euh, le dossier peut aller plus ou moins vite. Et le fait d'avoir un deuxième banquier, ça vous permet de garder une certaine pression, saine, hein, bien sûr, mais une certaine pression sur les deux banques. Donc moi, je le conseille. Et surtout, c'est pour pas que vous soyez pieds et poings liés le jour où l'autre vous dit en catastrophe, je ne veux pas faire le dossier, et que vous êtes obligé d'ouvrir un compte de manière extrême. Et vous savez, ouvrir un compte dans une banque, c'est à peu près 40 papiers à compléter aujourd'hui. Donc, c'est pas rapide. Donc, je trouve que c'est bien de le faire un peu en amont. Donc, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, hein. Mais d'avoir trop de banques après, bon, c'est beaucoup de frais bancaires. Donc, faut savoir après limiter en fonction de la taille de chiffre d'affaires, hein, bien sûr. Et c'est quoi justement les paliers de chiffre d'affaires que tu préconises justement pour passer sur une deuxième banque? Qu'est-ce qui te semble? Est-ce que ça dépend du secteur d'activité? Est-ce que c'est plutôt... Alors, je vais nuancer mon propos en fonction. J'ai eu Vas-y. le débat hier avec une cliente. Moi, j'aime bien en fonction de la taille de l'entreprise. Un indépendant, une entreprise jusqu'à 100 000, 200 000, ça peut arriver, de chiffre d'affaires, il peut avoir deux banques, mais je m'explique pourquoi. On peut avoir une première banque pour le quotidien et des fois avoir une deuxième banque plus pour ceux qui veulent, ou un deuxième compte bancaire, peut-être pas besoin d'avoir peut-être une deuxième banque, plutôt un deuxième compte bancaire pour isoler tout ce qui est URSSAF, TVA, ça peut arriver des fois quand on a des petits coups de chauffe ou qu'on a des variations de chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, ça permet d'isoler tout ce qui est URSSAF, TVA, qui est un vrai sujet. Sur les plus grosses entreprises, donc là, on est plutôt sur du plus d'1 million. Là, il faut clairement avoir deux banques. Moi, à partir de 1 million d'euros, déjà, même voire même des fois même 700 000, 800 000, je dis déjà d'avoir deux banques. Euh, et quand on passe à autour de 5 millions, je suis plutôt à trois banques. Déjà, ce sera pas mal.
Et quand on passe les 10, on arrive à 4, mais par contre, il faut pas se cacher, ça commence à être extrêmement sport. Moi, je trouve que déjà, 3 banques maximum, c'est déjà bien. Parce qu'à un moment, la question cruciale que souvent tout le monde me pose, c'est mais comment j'affecte tous ces flux à toutes ces banques? Parce que c'est ça la réponse, hein, à la question à tout ça. Donc, je trouve que 3 banques, c'est bien. Moi, là, sur un client, quand on consolidé 20 millions, on est à six banques. Je vous avoue que je suis, quoi. Donc, bon, moi, c'est mon avis personnel. C'est qu'après, ça demande beaucoup, beaucoup de gestion. Ouais, du Mais temps et de la déjà, gestion. ouais, Ok. Ouais, on déjà, va te dire, déjà deux oui, banques c'est quand déjà on, bien. 2 banques, c'est c'est bien. déjà cette souplesse-là. Ok, top, merci Après, on est beaucoup. bien d'accord. Si on est sur les ETI et tout, on monte à plus parce qu'il peut y avoir des filiales. On peut avoir une logique différente par filiale. On peut avoir une logique différente si on a des banques, des filiales à l'étranger. Enfin, là, il y a d'autres nuances qui rentrent en jeu, hein, on est bien d'accord, hein. Ok, top. On a une question de Marie. Un mot sur les réunions de suivi après renégociation des engagements bancaires. La question sous-jacente, c'est est-ce il faut en faire une? C'est quoi la question derrière Non, ça? c'est pas est-ce qu'il faut en faire une, c'est que quand il y en a une, et qui sont prévues tous les 6 mois en général, est-ce qu'il y a des termes particuliers à employer? Est-ce qu'il y a des présentations particulières à faire? Voilà, c'est plutôt le sens de ma question. Oui, alors bah, merci Marie pour la question. Oui, effectivement, il faut préparer un support pour cette réunion. Et ce support-là doit reprendre finalement les points que j'ai évoqués là, finalement, qui sont effectivement indispensables pour rappeler un petit peu le fonctionnement de l'entreprise et les besoins, ou de faire un point d'étape, parce que si, tous les 6 mois, c'est qu'il y a une entreprise qui est extrêmement suivie, hein, sinon généralement ça se fait une fois par an, en tout cas, cette fameuse réunion. Donc oui, il faut préparer ce support et dans les le discours à préparer, il est très important, le banquier, c'est pour ça qu'il regarde beaucoup le chiffre d'affaires, la marge et le résultat. Donc là, il faut vraiment utiliser les termes clés pour expliquer s'il y a une très forte hausse de chiffre d'affaires, faut le dire, et la très forte baisse aussi, la marge aussi et le résultat. Et après, le poids des dettes. Ça, c'est important. Donc, le discours à tenir, il est vraiment sur ces variations d'indicateurs financiers. Et bien évidemment, s'il y a eu un gros mouvement organisationnel, et plus particulièrement auprès de l'équipe dirigeante, ça fait partie des points qu'ils veulent connaître aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, merci Bertha. Ouais, super, merci. Super. Euh, Julien qui nous a laissé, mais qui nous remercie pour ses informations et conseils. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets, d'autres thèmes qui vous semblent Merci. pertinents d'aborder dans la continuité de cette présentation? Après, comme vous l'a dit Bertha, bah, nous, l'idée au niveau de Synapse Performance, c'est de vous proposer un webinaire par thématique, chacun dans nos domaines d'expertise, à peu près un par trimestre, on va dire. Donc là, c'était celui de rentrée. On l'a fait un petit peu en décalé avec les agendas. Mais du coup, l'idée, c'était aussi de se retrouver sur d'autres thématiques. Donc, on se retrouvera en novembre, fin novembre, sur la thématique de l'engagement collaborateur. Et puis, bah, on fera notre agenda de rentrée aussi. Donc, si vous souhaitez recevoir le replay, le support de Bertha, il sera disponible d'ici une petite heure. Je vous enverrai par mail le lien pour récupérer le replay, le support. Et puis, bah, on se permettra de vous tenir au courant de nos prochains événements à venir. On fera le format webinaire qui a l'air effectivement d'être un format chouette et qui plaît plutôt bien. Donc, merci encore à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a... On commence à avoir des merci beaucoup, belle journée. Merci pour cette Ben, merci. présentation très claire et précise. Merci beaucoup. Est-ce que pour ceux qui sont encore là, vous avez pensé quoi du format? Ça vous convient comme ça? Oui, c'est bien, c'est très clair, c'est très bien, je trouve. Super. Merci Marie. Mm. Merci Marie. C'était un premier test sous Synapse, donc c'est super, super chouette si le format vous parle et vous plaît. On est vraiment parti sur cette idée-là. Donc, Véronique a l'air de dire que c'était bien aussi, si oui, j'ai Bon, bien bah, compris. super. exactement, ouais. C'est un, Mm. c'est un peu en mode café, c'est un peu en mode café. Très bien, parfait.
Et je me retrouve complètement dans tout ce qui a été dit et avec des informations précises. Donc, c'est toujours très agréable. Merci beaucoup. Bah, super. Merci à vous, en tout cas. Merci, Véronique. Merci à tout le monde. En tout cas, bah voilà, condensé d'expertise pratique, résumé aussi. On a Catherine qui te dit merci beaucoup, super clair et concis. Guillaume, merci, exposé très clair. Merci pour le lien. Bonne fin de semaine. Format OK, le présentiel est bien aussi. Ouais, tout à fait. Il faut rester en contact humain. On est tout à fait d'accord. Là, c'était vraiment une question de logistique qui nous a contraints à passer en webinaire. Mais finalement, je pense qu'on a eu plus de monde connecté en webinaire qu'inscrit en présentiel. Donc, on pourra peut-être Mm. alterner. On se posera la question sur On peut 2026. faire Mais ça. effectivement, le Avec grand présentiel plaisir. a aussi le côté sympa du thé, café, croissant, pain au chocolat C'est pour ça. partager aussi de la data, mais de manière courte aussi. Merci en tout cas à toutes En tout et cas, tous. On vous merci à souhaite tous. Merci à très tous, belle très fin bonne Bonne journée. de journée. semaine. Prenez bien soin de vous et puis bah, on se retrouve peut-être en novembre si le thème de l'engagement collaborateur vous parle. Mm. On vous dit à très vite. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. C'est bon, j'arrête l'enregistrement.